je m'appelle Claude Falguière, je travaille dans la société Valtech et je suis depuis un an à mettre en place un data lab pour des data scientists qui est constitué essentiellement de R et Python, et d'autres produits type SAS, des outils de visu, mais aussi H2O. Donc qu'est-ce que c'est H2O? En fait, il se labelle comme Open Source Math and Machine Learning for Big Data. Ah, attention, intervention, réglage micro. C'est bon? Okay, ah oui, là je m'entends. Donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu, mon nom était sur le slide d'avant, donc je m'appelle Claude Falguière et je travaille sur un projet Big Data depuis un an où je mets en place un data lab pour des data scientists avec du Python, du R, d'autres outils de visualisation et du H2O. Donc, H2O, en fait, est un outil open source qui a été créé en 2011 par des grands noms de l'industrie avec le support d'un certain nombre de sociétés, dont Cisco, pour faire des maths, mais principalement du machine learning, en fait, sur Big Data, donc sur Hadoop et d'autres types de clusters. On verra que ce n'est pas que Hadoop. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre d'importer un certain nombre de formats de sources de données, des fichiers CSV, des données HDFS, de manipuler les data frames. Donc une fois que vous avez importé les données dans H2O, vous allez pouvoir sélectionner les colonnes, splitter le jeu en deux, on verra tout à l'heure à quoi ça sert, définir les formats des colonnes. Ensuite, vous allez pouvoir ajuster un modèle prédictif. Donc je reviendrai sur ce que c'est un modèle et à quoi ça correspond en gros. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà le machine learning? Criez fort, hein, je ne vous entends pas. Ouais, donc il y a la moitié, je dirais, qui connaît déjà. Une fois qu'on aura un modèle, en fait, on va pouvoir calculer une prédiction, c'est-à-dire qu'à partir de données pour lesquelles on n'a pas la réponse, on va utiliser ce modèle pour avoir une réponse qu'on attend. Et une fois qu'on a ce modèle, on va pouvoir le sauver pour le réutiliser soit plus tard dans l'interface graphique d'H2O que je vais vous démontrer, soit dans du code. Alors je vais juste vous donner un petit exemple de code. Je ne vais pas vous faire du live coding parce que ce n'était pas le but de la démo. Et je vous expliquerai à la fin pourquoi on utilisait deux, en fait, l'interface graphique et du code. Donc je vais prendre les données du Titanic. C'est un jeu de données qui est assez connu. Bon, c'est un peu bateau, mais si vous regardez, on voit assez vite qu'il vaut mieux être un enfant, il vaut mieux être en première, seconde classe qu'être en troisième classe et être un homme. Bon. Et en fait, le fait d'être une femme est un avantage aussi pour l'équipage. Si vous regardez, elles sont quasiment toutes sorties. Alors que c'est un quart, je crois que j'avais fait le calcul sur les hommes. Donc on a un modèle qui est quand même assez caricatural et on se dit, ouais, là-dessus, on va bien arriver à caler un modèle et faire des prédictions. Bon, les prédictions du Titanic, ça n'a pas forcément une très grande utilité, mais on pourrait se dire que c'est un cas où on analyse la façon dont les gens peuvent se sortir d'un accident. Donc pour bien poser, là je pense qu'on va tous être d'accord, on a des données connues, on va ajuster un modèle. Une fois qu'on a ce modèle, on va prendre des nouvelles données et faire un calcul de prédiction. Rapidement, pour les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est le machine learning, en fait, nos données vont ressembler à un tableau comme ça. Donc, il ne faut pas croire que vous allez filer vos logs et puis que ça va essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. En fait, il faut préparer les données pour avoir des données tabulaires et des données numériques, puisque le principe, en fait, c'est de calculer une sorte de formule magique qui va vous permettre de recalculer la réponse, en tout cas calculer des choses. Donc là, on voit que sur le jeu de données Titanic, nos données explicatives sont la classe, l'âge et le sexe. Et puis la donnée réponse, c'est le fait qu'ils aient survécu ou pas. Donc c'est un booléen. C'est 0, ils sont morts, et 1, ils ont survécu. Et donc le modèle, si on prend un cas simple, que vous avez tous vu à l'école, on peut se dire que bon, c'est une régression linéaire. Donc on va essayer de caler une formule où on calcule des poids pour la classe dans laquelle les gens étaient, l'âge et le sexe. Et puis on a un epsilon qui permet de gérer d'autres trucs. Et ça, c'est une forme très simple de modèle. Les modèles peuvent être plus compliqués avec des formes quadratiques. On va monter les choses à x au carré, x au cube, etc. Alors, comment s'y prend un outil de machine learning? En fait, on va commencer par des valeurs posées comme ça, un peu a priori. Donc ça dépend de l'expérience de la personne qui utilise l'outil et puis des fois des outils. Là-dessus, on va appliquer la formule magique pour calculer une valeur estimée. On va la comparer avec la valeur qu'on aurait eue, puisqu'on est en train d'entraîner sur des données qu'on connaît déjà, donc on connaît la réponse. Donc on va vérifier la réponse qu'on suppose avec la réponse réelle.
Donc ça se fait, l'écart va être calculé par une fonction de perte qu'on a donnée. Et après, il va y avoir un ajustement des poids. Et une des différences majeures entre les algorithmes, c'est comment ils font pour ajuster les poids de manière à se diriger vers la solution optimale. Donc il y a du gradient descent, il y a d'autres méthodes, enfin, un peu les mêmes méthodes qu'on peut avoir dans le traitement du signal, pour arriver à estimer ça. Et puis ensuite, on itère. Donc on itère un certain nombre de fois. Et en fait, on itère jusqu'à ce que la loss function soit la plus petite possible, puisque ce qu'on veut, c'est minimiser l'écart qu'on a entre ce qu'on prévoit et ce qu'on a. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur le reste. S'il y a des questions, j'ai des slides, je pourrais y revenir. Juste pour refaire un point, en fait, ça c'est la version la plus simple. En fait, ce qui se passe en général dans un certain nombre de modèles, c'est qu'on a des réseaux de neurones. Donc on va réappliquer ce processus plusieurs fois. Donc vous voyez qu'on a les données en entrée à gauche. On va, à partir de là, définir plusieurs modèles qui s'appliquent à des sous-parties. Je vous donnerai un exemple après. Et une fois qu'on a défini tout un ensemble de pondérations, en fait, on va reprendre ces pondérations comme si c'était des données d'entrée et réappliquer le même processus. Alors pour vous donner une intuition du mécanisme, en fait, si on prend par exemple la détection de caractères, ce qui va se passer, c'est que dans la première étape, on va avoir des bouts de formules magiques qui détectent que c'est une barre verticale, que c'est une barre oblique, que c'est la barre horizontale, que c'est des demi-cercles. Et dans la deuxième phase, en fait, on va avoir un modèle qui détermine si on a l'un ou l'autre de ces éléments. Donc si on a une barre verticale et une barre oblique, c'est qu'on a un 1. Ou si on a une barre verticale, une barre oblique et une barre horizontale, mais là, ça a moins de poids parce que tout le monde ne la met pas, on a aussi un 1. Donc ça, c'est juste pour vous donner une intuition du mode de fonctionnement du réseau de neurones. Donc H2O-Flow, je vais vous faire une démo juste pour montrer le principe de l'interface. Ça ressemble beaucoup au notebook qu'on a dans IPython et dans un certain nombre d'autres modèles, j'imagine. Donc c'est très familier aux gens qui font, aux data scientists qui ont l'habitude de faire du Python ou d'autres types de langages. Donc on a des notions de cellules. Dans ces cellules, on va pouvoir mettre soit des instructions H2O qu'on va générer de manière graphique, soit du texte, parce qu'on veut mettre du markup, on veut mettre des données explicatives. Donc on va avoir toutes les cellules qui s'enchaînent avec des indications qui donnent, qui commentent un peu. C'est comme si on avait un document exécutable, en fait. Un document HTML dans lequel il y a des bouts qui vont s'exécuter. Et puis on peut même, si on a sur la même machine du Python ou du R, mettre directement du code R ou du code Python. Donc je vais passer à la démo. Alors je ne vais pas faire du live coding comme avant, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc déjà, comment on démarre H2O ? En fait, je vais vous faire la démo en local. Ça marche aussi sur des clusters, mais je n'avais pas envie d'installer un cluster, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Donc on va démarrer un jar. Si on est sur un cluster Hadoop, en fait, on va démarrer un job yarn de manière assez classique. Et il faut attendre. Non, mais c'est bon. Donc là, il a dit sur quoi il avait démarré. Et normalement, je dois être sur la bonne page. Donc, je quitte mon exemple. Et donc là, j'ai un H2O dans lequel je viens de rentrer. Donc, il vous indique tout un tas de choses à faire. Donc, une mise en œuvre classique, c'est d'importer des données. Donc, le principe, c'est que là, j'ai une cellule, vous voyez, assist, ça écrit des trucs. Là, j'ai importé des données, donc il m'a écrit import files, c'est du mot-clé O2, et puis il m'a mis une boîte en dessous. Donc, dans cette boîte-là, je vais pouvoir aller chercher mes données. Celui-là. Parce qu'il y a deux jeux un peu différents de Titanic qui circulent. Okay. Donc, dans ces champs-là, en fait, on peut faire une recherche sur un répertoire, sur le répertoire local, mais si vous êtes sur un cluster Hadoop, si H2O tourne dans un cluster Hadoop, vous pouvez aussi faire une recherche HDFS, et il fait aussi une complétion sur HDFS. Donc une fois qu'on a trouvé le bon fichier, on va le sélectionner. Là, il vous propose de le parser. Donc le principe, c'est à chaque fois, voilà, j'ai un résultat, je peux faire des actions dessus. C'est assez logique. Non. Pardon ? Ah, non, ça doit être à côté. Donc là, le fichier a été importé. Ça veut dire qu'il le connaît, en fait. Donc une fois qu'il a importé, je peux le parser.
Donc il vous rappelle qu'il a vu que c'était un CSV. Et là, il y a tous les types qu'il a trouvés dans les données, avec les types toutes les colonnes qu'il a trouvées avec les types qu'il suppose. Donc il y a un certain nombre de types qui ne sont pas forcément très pertinents. Par exemple, quand il voit un nombre, il suppose que c'est un nombre, mais la classe, par exemple, on ne va pas faire des moyennes entre les classes. Donc la classe, en fait, est un énuméré, c'est une donnée de type catégoriel. Donc on va pouvoir changer, je ne vais pas tous les changer. Le numéro de cabine, il a déjà mis enum. Pardon ? Ah oui, d'accord. Oui, c'est celui que je cherchais. Donc, typiquement, survive, ce n'est pas un numérique non plus, c'est une donnée énumérée. Donc une fois qu'on a bien défini les types, alors vous voyez que là, il vous génère tout le code qui aurait été utilisé. Ça, c'est assez intéressant parce que quand on va passer à la partie codée en API, on va pouvoir reprendre tous les paramètres qu'on avait déjà utilisés sans aller chercher dans la doc les différents paramètres, leur nom, qu'est-ce qu'on met dedans. Donc là, en fait, il y a toujours une notion de job puisque c'est prévu pour fonctionner sur des clusters qui, en général, ont un mode de fonctionnement en lancement de tâches. Donc même quand on est en local, il lance un job dans lequel il a fait quelque chose. Et puis, je peux voir le résultat du job en fonction de ce qu'il a fait. Donc là, il a loadé les données. Le résultat, ça va être qu'il me propose le contenu du frame qu'il a créé, du data frame qu'il a créé à partir de ces données. Donc la vision qu'on a là, c'est une vision statistique, c'est un summary des données qu'on a chargées. Donc les min, max, répartition sur des données numériques, et puis après des totaux sur des données catégories. Donc comme j'ai un jeu de données, en fait, j'ai tout un tas d'actions que je peux faire. Donc je peux le splitter. Donc en fait, le splitter, typiquement quand on ajuste un modèle, on va utiliser une partie des données dont on dispose, une partie des données qu'on connaît pour faire l'entraînement du modèle. On va le faire tourner, déterminer ses poids, et on va utiliser une autre partie du jeu de données pour faire la validation. C'est-à-dire que c'est des données sur lesquelles on n'a jamais entraîné le modèle, et on va vérifier que même si on applique le modèle à d'autres données, ça continue à fonctionner, on continue à avoir un résultat qui est de la même qualité. Bon, je ne vais pas le faire là parce que ça me prendrait du temps. Donc là, on peut voir les données. J'ai cliqué un peu trop tôt. On peut voir les données in extenso. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans mon fichier. Et donc on peut construire un modèle. Alors quand on va construire un modèle, en fait, c'est la partie la plus compliquée, non pas techniquement, mais ça demande une connaissance des différents algorithmes de machine learning et de comment on paramètre ces différents algorithmes pour arriver à trouver un résultat qui est intéressant. Dans la façon dont on va déterminer les données initiales, dans la façon dont on va gérer le nombre d'itérations, ou la façon dont on itère, ou la perte qu'on utilise. Donc là, je vais en prendre un, c'est le premier. Donc Deep Learning, en fait, c'est un algorithme qui est basé sur du réseau de neurones. Donc dans la plupart des algorithmes, vous allez retrouver à peu près la même chose. Non, en fait, dans tous les algorithmes qui sont supervisés, donc qui se basent sur une réponse, vous allez trouver quelque chose qui vous demande quel est le champ. Donc voilà, c'est celui-là. Et puis dans la plupart des algorithmes aussi, vous allez trouver quelque chose qui vous permet d'éliminer les données pertinentes. Là, par exemple, j'ai un numéro de ticket. Par là, a priori, le numéro de ticket n'est pas pertinent pour déterminer la survie, c'est juste un champ qui était là. Et il y en a un autre, je pense. Le nom, voilà. Le nom, c'est a priori une donnée qui n'a pas beaucoup de sens dans ce contexte-là. Donc si vous éliminez les données... Pardon ? Non, c'est automatique. En fait, si vous l'ignorez, il va générer une erreur. Parce que c'est déjà la variable réponse, donc en fait, on n'a pas besoin de l'ignorer. Enfin, il est un peu bête, et si on ignore la variable réponse, il ne marche pas. Il affiche une erreur. Pas très grave en soi. Oui, logiquement, c'est ce que j'ai essayé de faire la première fois, mais ça ne marche pas. Bon, après, il y a tout un tas de paramètres qui sont assez techniques et qui dépendent de l'algorithme, et je ne vais pas rentrer là-dedans. En gros, si vous irez voir chaque algorithme et comment ça se paramètre, et puis il y a aussi une connaissance de fond de comment on utilise ces algorithmes, qui est plutôt celle des data scientists, en fait. Donc une fois qu'on a fini, on va faire un build. Alors là, voilà, il vous régénère la commande avec plein de trucs. Il lance un job. Là, ça prend un petit peu plus de temps puisqu'il est en train de mouliner les données pour arriver à faire quelque chose. Et quand il a fini, en fait, il vous permet de voir le modèle qui a été généré.
Donc quand on génère un modèle, alors ça dépend, le résultat dans le détail va dépendre un peu de l'algorithme qu'on a utilisé, mais là en fait il va vous donner tout un tas de courbes. Et puis il y a une valeur qu'on retrouve tout le temps, qui est le Output Training Matrix, qui va vous afficher à la fin les statistiques sur la qualité du modèle. On a parlé de tests tout à l'heure dans la présentation précédente. En fait, ce qui permet de valider qu'un modèle fonctionne, c'est un certain nombre d'indicateurs. Donc le premier, c'est la moyenne du carré des écarts, et le deuxième, c'est le coefficient de détermination, et puis après les autres, je ne sais pas forcément. Enfin, bon, mais le but du jeu, là, c'est que la moyenne des écarts soit petit, donc là, on a pas mal réussi, et que le coefficient de détermination, donc c'est des choses qui dérivent du coefficient de corrélation, donc vous comprenez bien l'idée, soit le plus grand possible, en fait. Plus ça se rapproche, se rapproche le plus possible de 1, qui est sa valeur maximale. Donc là, on est à 0,78, bon, c'est pas trop mal. Donc si on veut faire une prédiction, pareil, on va aller afficher ces modèles. Donc on peut repartir de là, ou alors on peut trouver tous les modèles. Là, comme je l'ai fait tourner qu'une fois, puisque j'ai redémarré le serveur, en fait, j'ai qu'un modèle. Sur ce modèle-là, je vais pouvoir générer une prédiction. Donc là, je chargerai un nouveau jeu de données. Bon, je ne vais pas rejouer sur le même, parce que faire une prédiction sur les données d'entraînement, ce n'est pas du jeu. Mais c'est comme ça qu'on déterminerait les données. Quand vous avez fait une prédiction, en fait, vous avez un nouveau data frame que vous pouvez manipuler de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure, donc voir les données, voir sur summary, etc. C'est le temps restant. Donc, juste un petit détour sur le résultat. Donc, en fait, j'ai fait quelques tests en jouant avec différents algorithmes et en jouant aussi avec les deux types de données dont on dispose. Donc, en fait, on dispose d'un jeu de données qui est dit préparé, donc qui ressemble à celui que je vous ai montré au début, avec juste 3 colonnes et que des nombres, ce qui est le cas le plus favorable pour faire ce genre de calcul, parce que quand on a des catégories, en fait, il va falloir les convertir en nombres. Donc, il y a quelque chose qui va arbitrairement décider que, je ne sais pas, là, si on a par exemple, dans le jeu, il y a les catégories qui sont les ports d'embarquement. Donc, on a Southampton, je ne sais plus, une autre ville. Donc, on a des lettres. Ces lettres vont être codées en 0 et 1. Donc, H2O va automatiquement assigner une valeur. Il va faire ce travail pour vous. Donc, il va le faire au moment du parsing. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut préparer en amont. Par contre, en fait, il y a des jeux qui existent, qui ont déjà été préparés pour les normaliser, avoir que des nombres, avoir des valeurs qui sont dans des bins, avoir un petit nombre de valeurs qui sont regroupées parce que ça facilite la gestion des algorithmes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que donc à gauche, vous avez le jeu préparé, donc qui a uniquement 3 valeurs, et puis qui est sur la totalité, équipage et passagers. Et à droite, vous avez un jeu plus détaillé, donc c'est celui que j'ai utilisé, qui contient tout plein de données avec le bateau sur lequel les gens ont embarqué, le poids des gens, l'âge précis. Alors qu'en fait, dans le jeu préparé, on sait juste si c'est des adultes ou des enfants. Donc on a juste 2 catégories, ils auraient pu en faire une 3e éventuellement, donc des gens un peu plus âgés, mais ils l'ont préparé comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que selon les modèles, donc c'est selon les algorithmes, en fait, vous regardez à droite, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats parce que les algorithmes sont différents. Donc, l'utilité du produit, en fait, c'est d'essayer différents algorithmes. Alors, les data scientists savent quels sont les algorithmes adaptés à telle ou telle situation, mais parfois, il y a des algorithmes qui sont adaptés à plusieurs situations. Donc, on peut les essayer facilement puisque ça se fait de manière graphique. Et vous voyez qu'en fait, en fonction du jeu de données à gauche, j'ai un résultat qui est beaucoup moins bon. Et en fait, il est beaucoup moins bon parce qu'on se rend compte que la variable la plus explicative, en définitive, c'est même pas le sexe, c'est le bateau dans lequel étaient les gens. Et donc, c'est ce qu'on voit quand j'ai fait un distributed random forest. En fait, le distributed random forest indique la participation de chacune des variables au résultat. Et on voit que ce qui arrive en premier, c'est le numéro du bateau. Et ce qui arrive en second, c'est le port dans lequel ils ont le port destination. Parce qu'en fait, il se trouve que dans le jeu de données complet du Titanic, qui contient 1500 passagers, un truc comme ça, il y a des gens qui sont allés de la France à l'Angleterre.
et qui sont descendus en Angleterre. Et donc, forcément, ils n'étaient pas là au moment où le Titanic a coulé. Et en fait, dans le jeu préparé, il y a aussi, c'est un jeu de 1500 personnes qui contient tout le monde. Donc, il y a aussi des gens qui, en fait, n'étaient pas dans le bateau. Donc, c'est toute la difficulté, en fait, à faire une analyse. Et, voilà, l'outil, c'est bien, mais il y a à un moment donné une pratique et un travail sur les données qui permet d'aller plus loin. Donc, juste pour revenir à H2O, donc les différents algorithmes que vous allez trouver, donc il y a toute une liste d'algorithmes qu'on dit de supervised learning, c'est-à-dire c'est tous les cas où on connaît la réponse. C'est typiquement le cas du Titanic, on sait si les gens ont survécu ou pas. Et on veut caler un modèle qui permettrait de trouver la réponse sur des jeux de données qui ne sont pas connus. Donc vous voyez qu'il y en a tout un tas. Il y en a de nouveaux qui apparaissent assez souvent. En fait, H2O est mis à jour. Nous, on l'a installé en décembre. Et en fait, il était déjà mis à jour au mois de janvier. Et là, quand je suis repartie voir, il avait été remis à jour. Donc en gros, il y a une version qui sort tous les 2 mois. Entre décembre et janvier, ils avaient rajouté le gradient de boosting et tout un tas d'algorithmes. Donc le produit évolue assez vite. Donc les autres types d'algorithmes sont les algorithmes dits de unsupervised learning. Donc il y en a, c'est une autre catégorie, qui sont plutôt des algorithmes de classification. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas une réponse particulière. Vous avez un jeu de données et vous voulez trouver des groupes qui ont un comportement homogène. C'est beaucoup utilisé dans la recherche de patterns et donc dans la détection de fraude, puisqu'en fait une fraude est un truc qui... il y a un cas qui ne correspond pas au pattern. Donc voilà. Les trois algorithmes qui sont disponibles dans H2O. Pour ce qui est des architectures, donc, en fait, H2O, c'est un outil qui est écrit en Java. Donc, le prérequis, c'est Java, ou si vous êtes sur Hadoop ou Spark, d'avoir la version pour Spark ou la version pour Hadoop, mais ça reste toujours du Java. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, H2O comme c'est un outil qui travaille entièrement en mémoire, il a besoin de beaucoup de mémoire, donc il est prévu a priori pour fonctionner sur un cluster. Donc il va vous montrer l'ensemble des nœuds comme un espace de travail commun. Vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir où les trucs tournent. Vous pouvez le voir parce qu'en fait, vous pouvez aller regarder dans les sorties des jobs et voir où a tourné, où était chaque chunk de données, où a tourné chaque chunk, mais au final, quand vous êtes data scientist, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Devant, il y a un serveur REST. En fait, c'est ce qui va servir. Ce que je vous ai montré, c'est une appli, c'est une one-page application, du Angular ou un truc comme ça, qui fait des appels REST à un serveur REST qui tourne là où je suis allée chercher l'URL, enfin qui tourne sur le même port que le serveur web. Et donc, ce que je vous ai montré, c'est en haut à gauche. Donc, c'est H2O Flow UI. Donc, lui, il passe par un serveur web et il fait aussi des appels en direct. Une fois qu'on a chargé la page pour aller chercher sur le serveur REST. Il y a des bindings qui sont disponibles facilement en R ou en Python. Donc, typiquement, en Python, vous allez installer le module Python. Et il va vous donner des commandes Python qui vont s'interfacer avec R. Donc typiquement, vous allez charger vos données via Panda, qui est la librairie qui permet de charger tout type de données et qui vous fournit un data frame. Donc c'est des outils qui sont communs pour les data scientists qui font du Python. Et en fait, ce que fait H2O, c'est qu'il va faire une espèce de redéfinition du data frame Panda pour qu'il marche sur H2O. Donc toutes les manipulations que vous faites sur le data frame ne sont plus faites en local dans votre programme Python, mais sont faites à distance sur le code qui tourne dans H2O. Donc c'est facile à utiliser. En fait, on a des gens qui ne sont pas des gourous du code et qui n'ont pas eu de difficulté. Vous installez le module, vous faites un init. Je vous montrerai un peu de code tout à l'heure. Donc l'API REST, elle est aussi utilisable pour d'autres usages. Donc typiquement, si vous voulez faire, je ne sais pas, du Java, du Scala, d'autres trucs où il n'y a pas de binding, au final, il suffit d'appeler une API REST où vous indiquez ce que vous voulez faire, un peu sur la même API, le nom de l'algorithme, ses paramètres, etc. Et ça vous retourne la réponse qui aurait été affichée. Donc comme tout est en mémoire et que quand même c'est assez consommateur, ce qu'on estime, c'est que la RAM nécessaire est à peu près 4 fois la taille des données que vous traitez, et que les data scientists ont quand même plutôt des données qui sont en dizaines de gigas ou voire plus quand il y a des gros jeux de données. Donc on va plutôt le faire tourner sur des clusters. Donc H2O peut constituer son propre cluster. On lui indique simplement un certain nombre de machines sur lesquelles il doit se lancer. Par contre, là, c'est vous qui allez devoir
faire derrière tout le déploiement. Donc il faut aller copier le jar sur chacune des machines. L'intérêt de passer par une infrastructure qui existe, c'est que vous allez récupérer déjà des outils de surveillance ou de compréhension ou de gestion des nœuds, ou même de description du cluster qui sont propres à la plateforme que vous utilisez. Et ça va en général être aussi plus facile à lancer, puisque typiquement dans le cas d'Hadoop, je n'utilise pas trop la version Spark, mais dans le cas d'Hadoop, vous n'avez aucun déploiement. En fait, vous lancez depuis une machine qui est un nœud Hadoop, vous faites un Hadoop yarn et vous lancez votre jar, et voilà. Il va se débrouiller tout seul. Donc, juste à noter, ce sont des versions spécifiques. Si vous téléchargez H2O, vous n'aurez pas le support de ça. Et par contre, après, c'est le même mode de fonctionnement. Vous avez une IHM qui va se lancer, qui va vous permettre d'utiliser H2O Flow UI. H2O Flow UI. Vous avez la même API REST. Le seul truc qui est un peu casse-pied, c'est qu'en fait, quand vous êtes en cluster, il va vous lancer l'API REST et le serveur web, le nœud, le service avec lequel vous communiquez sur n'importe lequel des nœuds. Et donc, c'est un peu casse-pied parce qu'à chaque fois que vous le relancez, en fait, il est parti sur un nœud différent et éventuellement sur un port différent si le port était déjà occupé. On fournit une plateforme, donc il y a une vingtaine d'utilisateurs. Statistiquement, il y en a toujours un qui a son serveur sur le 5.4.3.2.1, donc ça part sur 5.4.3.2.2, etc. Donc il a fallu faire une petite surcouche pour faciliter la vie des utilisateurs, leur éviter d'avoir à lancer en ligne de commande, leur éviter d'avoir à aller chercher l'URL dans les logs pour aller se pointer sur la bonne URL. Mais c'est le seul truc qui a été un peu casse-pied, parce qu'après, ça a marché nickel, on n'a pas de soucis, voilà. C'est pas juste, je n'ai pas précisé, mais je ne fais pas partie d'H2O, donc voilà, c'est juste le ressenti d'un utilisateur. Si on veut faire de l'API, alors un exemple en Python, ça ressemble à ça. Vous voyez que, en gros, on va importer sur la première ligne, on va importer le module qu'on veut utiliser. Ensuite, on va créer un modèle. Donc c'est là qu'on a tout plein de paramètres et que ça peut être utile de se reporter à l'interface graphique pour voir à peu près les paramètres qu'on doit passer. Et les dernières lignes servent en fait à voir le résultat du modèle. Puis dans la boîte en bas, vous avez la prédiction. Donc c'est pareil. Je prends mon modèle, je fais predict, je passe mon jeu de données et puis c'est bon. Donc l'interface est très très facile à utiliser. On avait des utilisateurs qui faisaient du Python avec XGBoost ou d'autres, des outils de machine learning qui sont passés très rapidement sur cette version-là. La seule difficulté pour eux, c'est que les algorithmes qu'ils ont l'habitude d'utiliser n'existent pas forcément dans H2O et parfois ils existent mais avec pas forcément tous les paramétrages qu'ils auraient dans le code qu'ils utilisent directement en Python. Ça peut être un problème de jeunesse aussi. Donc la conclusion, c'est qu'en fait la prise en main est assez facile. On n'a pas eu de soucis. Bon, l'outil en plus est assez sexy. Quand vous voulez le vendre à des gens qui pourraient faire des projets de machine learning, c'est plus sexy de leur montrer une interface que du code Python. Ça fonctionne. Comme nous, on est dans un contexte Hadoop, on n'a pas eu de soucis. En fait, c'est le seul truc qui a marché sans trop de soucis directement sur Hadoop. On peut essayer plein de modèles facilement. Par contre, à un moment donné, il y a une limite. C'est qu'on va devoir passer à du code. En particulier, quand on veut combiner les modèles. Une stratégie assez classique pour les gens qui font du machine learning, c'est de faire des prédictions avec différents modèles et puis après d'utiliser d'autres outils pour déterminer, fusionner ces prédictions et avoir quelque chose de plus siable. On ne peut pas le faire directement dans H2O. Par contre, on peut le faire en utilisant du code Python avec des librairies de scikit qui font ce genre de choses. On peut intégrer aussi la préparation des données, parce que vous avez vu que le machine learning en fait, ne prend pas n'importe quoi. En fait, il prend des données qui sont bien tabulaires, donc c'est plus facile d'avoir qu'un programme. Et puis aussi, on peut plus facilement industrialiser, rendre les choses répétables, générer des rapports, en le mettant dans du Python ou dans du Java ou dans ce que vous voulez, en utilisant l'API. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez apprécié. Et j'aimerais savoir si vous avez des questions. Oui. J'ai vu un bras. Je ne vois pas qui y a, mais je vois le bras. Je voulais savoir à quel point, dans les détails, on peut aller pour chaque algo. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a pas mal de... Il y a marqué deep learning, les gens ne savent pas quel deep learning c'est, pour ce genre de choses. Et puis si c'est juste un multilayer, combien de
On peut choisir le nombre de layers, on peut choisir le nombre de bins par layer. Enfin, non, il y a du paramétrage. On peut choisir, on peut rectifier les données, il y a tout un tas d'options que je ne vous ai pas... On vous passez tout à l'heure, on regardera si vous voulez. Je ne suis pas spécialiste du machine learning. Donc, du coup, à un moment donné, ça atteint... Vous verrez mieux que moi moi, c'est les data scientists qui me disent « Ouais, mais tel algo, ça va pas. » Je sais que sur le gradient boosting, il me manquait des petits trucs. Voilà. Mais après, ça, je pense que c'est des choses qui vont... comme il y a une version tous les 2 mois, c'est des choses qui vont évoluer avec le temps. D'autres questions ? Bon. Ouais, typiquement, on peut les sauver. Donc, quand on est là, sur le modèle... Export, voilà. Donc, on peut exporter le modèle, soit pour le réimporter dans H2 Flow UI, soit pour l'utiliser depuis du binding, du code Python. Ouais. Je pense que c'est du JSON, après tout est en JSON. Donc, globalement, les technos, c'est Java et JSON, API REST. C'est les trucs que vous avez l'habitude d'utiliser. Et en fait, il y a tout un tas, il y a des endroits où on peut même exporter le code en fait, du modèle, le code Java du modèle. J'ai vu qu'il y avait une question. Est-ce que je vous ai répondu ? Il y avait une question devant, je crois. Alors, c'est open source, c'est affirmé comme open source, on peut le télécharger. Par contre, c'est une société qui est derrière, qui s'appelle H2O, qui a 2 fondateurs, qui a des financements de Cisco, si j'ai bien compris, d'un certain nombre de sociétés. Pour l'instant, le produit open source est affirmé comme open source. Je ne sais pas ce que ça va donner à long terme parce que je ne fais pas partie de l'équipe d'H2O. J'ai trouvé que l'outil était intéressant, donc voilà. Mais je ne sais pas à long terme ce qu'il compte faire.